3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Paris-Sorvitz est avec nous ce soir, directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Éric Venet nous accompagne également. Bonsoir Éric. Bonsoir. Directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et Wilfried Galland avec nous également en plateau. Bonsoir Wilfried. Bonsoir. Merci d'être là, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Variation autour du thème des pivots, c'est l'exercice que je vous propose pour cette discussion de marché. Oui, parce que il y a eu des variations Goldberg, il y a des variations autour du thème de pivot, bravo. C'est un concept qui se décline au pluriel désormais, le thème de pivot. Et même d'ailleurs, avant d'en venir à disserter sur le pivot de la Fed, le pivot originel que tout le monde, tout le monde veut voir l'an prochain, il y a un pivot qui est déjà un peu plus concret, un peu plus matériel aujourd'hui. C'est le pivot sanitaire en Chine, Wilfried. Oui. Les évidences qui se multiplient confirment l'idée qu'on passe à autre chose. On avait vu progressivement les murailles se lézarder, et puis d'un seul coup, on avait quelqu'un qui mettait un petit coup de mortier en disant mais pas du tout, vous n'avez rien compris, nous restons absolument ancrés dans la grande pensée de notre grand leader Xi Jinping sur le zéro Covid, et c'est véritablement ça qui nous définit. Et puis on s'aperçoit petit à petit, et là de plus en plus avec une accélération ces dernières heures, qu'effectivement on est en train de relâcher un certain nombre de choses. Et puis évidemment avec cette science toute chinoise de la maîtrise des statistiques, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on relâche les contrôles sanitaires en Chine, eh bien le nombre de cas diminue. Et c'est ça qui est assez remarquable, et je tiens quand même à le souligner. C'est quand même une performance. Une nouvelle fois, les Chinois nous montrent leur supériorité dans le domaine des statistiques au minimum. Mais en fait, ça montre bien que, au-delà du clin d'œil, c'était absolument nécessaire pour les autorités chinoises d'avoir des signaux qui montraient qu'ils comprenaient que la population avait besoin de la prospérité au regard des contraintes qui lui sont imposées. C'est-à-dire que c'est véritablement le pacte. Le pacte chinois, c'est celui-là. C'est-à-dire que vous n'avez pas une liberté comme celle que vous pouvez trouver dans les autres pays, mais en contrepartie, on vous garantit une prospérité qui sera à nul autre pareil, et une puissance également à nul autre pareil. Là, avec non seulement les problèmes économiques, mais aussi la vision, même si elle peut être anecdotique, mais des stades de la Coupe du Monde, avec cette espèce de c'est un déclencheur, effectivement, très révélateur. De foule qui se déploie en toute liberté, c'était absolument plus possible. Et le fait qu'on ait eu, même si ça a été très très vite étouffé, mais des cris de Xi Jinping démission en Chine, ce qui était une espèce de tabou absolu, montre bien que c'était nécessaire. Et donc, ce premier pivot-là, effectivement... Le fait que l'Occident ait eu rapport de ces informations, c'est ça qui est terrible, j'imagine, pour le pouvoir chinois. Voilà, c'est absolument quelque chose qui montre que l'ouverture était nécessaire. Alors, il ne faut pas non plus la surestimer, puisqu'elle sera graduelle. On va devoir attendre probablement le mois de mars et la mise en place de la nouvelle administration suite au dernier congrès. Il faut attendre le mois de mars pour avoir véritablement l'intégrité de l'administration en place. C'est réactif, mais quand même pas tant que ça. Donc ce sera à partir du mois de mars qu'on aura tous les éléments, mais progressivement, on anticipe effectivement une fin de ce zéro Covid. Qu'est-ce que ça implique pour la Chine déjà, peut-être en premier lieu, l'économie chinoise et la zone d'influence chinoise, et puis pour nous, Européens, et je mets dans le lot nos amis américains. Ce que ça implique déjà, c'est qu'on va peut-être sortir de la tendance à l'érosion graduelle de la croissance chinoise, qui faisait qu'on n'avait plus ce moteur à la fois pour la région et pour le monde. On avait historiquement, dans la dernière décennie, la Chine, c'était 30% de la croissance mondiale. En 2021, ça a été 10%. Cette année, ce sera probablement moins. Là, on va retrouver, à la fois pour la croissance chinoise, probablement la possibilité d'être au minimum à 4,5%, peut-être à 4,5-5%, si effectivement il y a cette capacité à réouvrir, et aussi à relancer l'esprit d'entrepreneuriat chinois. C'est parce qu'il a beaucoup souffert quand même. Ils ont été assommés. Il a beaucoup souffert à la fois des restrictions, du Covid, des restrictions anti-business. Il va falloir quand même agir sur beaucoup d'espace, mais ça laisse maintenant des possibilités ouvertes. Il va falloir savoir exactement dans quelle mesure est-ce qu'on va accélérer, mais ça laisse la possibilité d'accélérer. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la Chine, c'est une bonne nouvelle pour la région, c'est une bonne nouvelle aussi pour la croissance mondiale. Si elle pouvait être progressive, ce serait bien quand même, parce que pour l'instant, ça nous arrange bien que toutes les matières premières, le gaz naturel soit disponible également. C'est quelque chose, donc une relance, oui, qui reste équilibrée, ce serait parfait. Ce serait, on va dire, le premier pilier d'un nouveau scénario boucle d'or 2023, sur lequel on peut évidemment espérer, et en cette fin d'année, il est temps quand même de prononcer quelques
vœu pour 2023. Donc je souhaite... Mais c'est une brique importante. Ah, c'est une brique très importante. Et c'est d'ailleurs une des briques qui peut empêcher une récession profonde qui fait un peu peur aujourd'hui au marché. On voit la consolidation. C'est peut-être le début et je reprends un terme qu'avait cité sur Twitter Alexandre Baradez, nos amis comme bien sûr, oui. C'est peut-être le début de bad news is bad news. Donc il ne faudrait pas non plus que les croissances, en particulier américaines, les indicateurs de croissance donnent trop de signes de faiblesse, parce qu'à force de se féliciter du fait qu'on ait moins d'inflation, on va peut-être commencer à s'inquiéter du fait qu'on puisse avoir une récession plus forte que prévu. Et donc si le moteur chinois vient rééquilibrer tout ça, ça serait effectivement une bonne façon de commencer l'année avec au minimum un équilibre de bonne aloi. Un adoucisseur effectivement intéressant en vue de 2023. Sur la réouverture sanitaire chinoise, est-ce que ça peut impliquer sur le plan macroéconomique global, sur le plan des marchés également peut-être, Eric? Je veux dire, je suis d'accord, en d'autres temps, ça aurait été un changement fondamental. Je pense que le poids de la Chine est devenu moins important. Donc ça va dans le bon sens, mais c'est pas, à mon avis, fondamental pour... Les variations de l'économie chinoise importent moins aujourd'hui pour la course du monde. Oui, alors c'est quand même très positif pour l'offre, parce qu'on sait qu'on a un problème de politique d'offre, et donc ça améliore encore un peu mieux la chaîne de production, et ça c'est vraiment très positif. Après, je pense que... La consommation au niveau des matières premières, oui, effectivement, si ça pouvait prendre un certain temps avant de repartir, ça nous aiderait bien aussi d'un point de vue inflation. Mais je pense que c'est pas plus fondamental que ça. Et alors, concernant le marché, moi, je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a trop de pression politique pour mettre un doigt dans le marché chinois, vous voulez dire. D'accord. Mais bon, après, non, mais c'est une politique. Le marché au sens large, c'est-à-dire que le consommateur chinois a été quand même très contraint depuis 2 ou 3 ans. Effectivement. Une bonne partie de la consommation en Chine se fait aussi sur la base de produits occidentaux. On sait que c'est important pour certains secteurs très spécifiques. Voilà. C'était aussi l'idée de... Il n'y a pas juste les marchés chinois. Ça va jouer sur certaines entreprises qui exportent en Chine. C'est bon pour le luxe, c'est bon pour certains... Mais si on considère qu'on a un problème... de scénario, en fait, il faut qu'on se mette d'abord sur le scénario mondial. Parce que si on a effectivement un problème de faible demande, c'est positif. Si on pense que la demande reste très très forte par rapport toujours à un blocage de l'offre, ce que je pense, c'est pas forcément non plus très... c'est positif, mais pas fondamental. Et l'investissement en actions chinoises, oui, c'est quelque chose qui... Mais je suis pas mal placé parce que moi, j'y vais pas. Ouais, c'est ça, oui. Non, mais maintenant, j'ai l'impression qu'il y a ceux qui peuvent s'en affranchir et pour qui les clients ne demandent pas forcément d'aller investir là-bas et qui s'en contentent. Je ne vois pas pourquoi j'aimerais investir en Chine. J'essaye déjà de comprendre le marché européen et américain, c'est déjà beaucoup. Parce que j'y rajoute une contrainte. Xiping, c'est pas. Tout le monde fait semblant que ça soit l'économie chinoise soit une économie ordinaire. C'est pas une économie ordinaire. On est d'accord. Donc, on ne peut pas raisonner le marché chinois comme on raisonne le marché américain. Après, encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Sébastien, est-ce qu'une reprise économique chinoise générée par une réouverture sanitaire est souhaitable pour 2023? D'abord, nous, on a la chance d'avoir des gérants experts sur la Chine. Et moi, je ferai une différence entre le court terme et le moyen terme. Je pense qu'à moyen terme, on n'a pas trop de visibilité de quelle sera la Chine de demain. Dans son discours, Xi Jinping nous a présenté un scénario qui n'est pas très favorable à la croissance. Une dominance du Parti communiste dans l'économie. Et on va s'immiscer beaucoup plus dans la trajectoire de l'économie. On veut partager les richesses. Il se trouve que ce partage des richesses n'a pas forcément donné de la prospérité jusqu'à maintenant, en tous les cas. Alors, à court terme, comme on l'a dit, et c'est une évidence, l'économie s'ouvre. Alors là, je dirais que la bonne nouvelle est presque politique plus qu'économique. C'est-à-dire que Xi Jinping, il a même dit aux émissaires européens, écoutez, il y a la grogne et il faut répondre. Et donc, la réponse a été celle de l'ouverture parce que c'est ce que demandent les Chinois. Maintenant, la trajectoire de sortie de la crise, elle va être lente. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut partir sur les bases. Il n'y a pas de vaccin aujourd'hui en Chine, il n'est pas efficace. Les personnes âgées ne sont pas bien vaccinées.
Et donc, ça va prendre du temps. Et une fois qu'on a, disons qu'on a un socle sanitaire de meilleure qualité et que les gens peuvent consommer, les choses repartent, il n'empêche qu'on a un trou noir sur l'immobilier qui représentait 30% du PIB chinois. Donc tout ça va de toute façon être lent. Donc nous, à court terme, la bonne nouvelle, pour ceux qui pensaient que la Chine c'était fini, ça allait être le marasme pour toujours, et on le voit en bourse, c'est le marché qui a le plus porté, donc nous, tactiquement, on s'est exposé. À moyen terme, on se pose plein de questions, et ça peut durer, c'est ce rebond pendant un an, mais vous le disiez, Grégoire, c'est quoi les socles de la croissance de moyen terme si on veut se transporter dans l'avenir? On a plus de mal en Chine de le voir, surtout qu'à très long terme, la démographie n'est vraiment pas favorable. Et les chocs technologiques qu'on pourrait arriver en Chine pour faire croître à nouveau la productivité telle qu'elle a cru jusqu'à maintenant, il y a un handicap majeur que c'est la déglobalisation, la guerre avec les Américains. Il y a des technos qui sont inaccessibles désormais pour les Chinois. Les Chinois veulent mettre l'accent là-dessus. Donc nous, on le joue de façon cynique. À court terme, on s'expose parce que objectivement, les choses vont aller mieux. Et on s'expose à quoi? À une consommation qui va se réveiller. On s'expose aussi à la partie plus tech qui finalement, c'est des entreprises de technologie dédiées à la consommation. C'est des plateformes où les gens vont acheter, etc. Notamment sur la consommation, déjà les valorisations ont pas mal monté. Sur la tech, ça reste intéressant. Mais à moyen terme, on se pose plein de questions. Mais bon, le rebond peut durer encore 6 mois, voire plus, parce que c'est une économie très importante et une économie très importante pour le monde. Et tout petit point de croissance de la Chine va avoir un impact sur l'économie mondiale parce que ça a un impact sur les... Même un petit peu plus de construction, ça va jouer sur le cuivre. Dans la stratégie chinoise, la stratégie verte est très importante. Donc, il y a plein de matières premières. Le cuivre, comme je le disais, mais tout ce qui rentre dans la production des panneaux photovoltaïques, tout ça, les Chinois vont en produire davantage dans cette reprise. Donc, on aura l'effet inflationniste avant d'avoir les fruits d'une reprise économique chinoise, si je parle du point de vue occidental. Non, l'effet inflationniste, alors il y a de la désinflation chinoise, parce que les Chinois, on part de bas, même si les salaires chinois ne sont plus les salaires d'il y a 15 ans ou même 10 ans. Mais non, je ne pense pas que la pression inflationniste viendrait à Chine. Non, mais via les matières premières, via la pression et les tensions que ça peut créer ou recréer sur les matières premières. Mais ça, c'est quelque chose de structurel. On sait qu'on va avoir, dans les décennies à venir, des problèmes sur les matières premières. Pourquoi? Parce qu'on s'impose des contraintes qui sont difficiles. Et c'est pour sauver la planète, on veut moins polluer. Et pour ça, pour produire les technologies de demain, il nous faut du cuivre, il nous faut un certain nombre de métaux rares, et pour ça, on pollue, on atteint parfois la biodiversité. Bon, il y a plein de contraintes qu'on s'impose. On n'a pas investi, on n'a pas assez investi en énergie. Notre transition énergétique est mal gérée. Donc, c'est pas que à cause de la Chine. La Chine, elle doit faire plus d'efforts que les autres parce que c'est un gros pollueur, notamment. Mais je crois qu'elle en fait. Ils le font. Je crois qu'elle en fait. Ils l'ont fait, mais ils continuent à utiliser beaucoup de charbon, comme ailleurs. Donc, écoutez, à court terme, c'est une bonne nouvelle. Nous, on la joue en bourse. Ça ne change pas la donne parce que la croissance, comme l'a dit Wilfried, elle va être très lente dans son redémarrage. Parce qu'encore une fois, il y a un pan qui représente 30% du PIB qui n'avance pas, malgré tous les financements nouveaux qui arrivent pour soutenir cette activité avec les fameuses banques d'État qui viennent toujours à la rescousse du système, qui sont extrêmement fragiles parce qu'ils ont des leviers énormes. Mais ils vont aider un peu à que les choses soient moins pénibles. Mais on ne peut pas s'attendre à une Chine qui revient. Donc, même l'objectif de 5% ne sera pas atteint pendant un certain temps, d'après nous en tous les cas. Oui. Tout le monde l'a oublié, ils n'en parlent même plus, je crois. Non, ils en parlent beaucoup moins. En tous les cas, ils iront, mais pour l'instant, de toute façon, c'est la bonne façon de ne pas rater l'objectif, c'est de ne pas en avoir. Oui. C'est comme le benchmark. Autre
pivot sur lequel il est peut-être intéressant, alors un pivot compliqué à imaginer, mais quand même, l'hypothèse d'un pivot dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, est-ce que 2023 peut marquer, alors à définir bien sûr, mais le début d'une résolution du conflit, au moins sur le terrain militaire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer? Est-ce qu'il y a une fatigue quand même de part et d'autre qui peut amener à un moment à une pause ou une résolution sur le terrain? Et qu'est-ce que ça implique là aussi pour nos économies et peut-être à commencer par l'Europe, au plus proche de la guerre aujourd'hui? Alors, je pense qu'effectivement, tout le monde le souhaite. Il y a des arguments qui militent en faveur quand même de quelque chose de... Il y a plein d'arguments économiques qui militent en faveur de ces éléments-là. Comme il y avait tous les arguments géopolitiques et économiques pour que la Russie n'envahisse pas l'Ukraine. En fait, ma conviction profonde, c'est qu'on ne peut avoir de véritables percées diplomatiques que s'il y a un changement profond militaire sur le terrain, soit par un effondrement de l'armée russe en raison de problèmes logistiques ou de problèmes de commandement ou de changement de pouvoir à Moscou, ce genre de choses, ou à l'inverse, le fait que les Ukrainiens se rendent compte qu'ils ne sont pas capables de tenir le front par fatigue également de leur soutien, que ce soit des soutiens américains ou des soutiens européens. Tant que la situation est figée, compte tenu de l'atrocité des dégâts humains et matériels aujourd'hui en Ukraine, il est absolument pour moi inenvisageable d'espérer que les Ukrainiens s'assoient à la table des négociations en disant oui, il n'y a aucun problème, prenez une partie de mon pays et comme ça derrière on se serrera la main et on vivra heureux dans une confédération sous les auspices des Nations Unies. C'est évidemment, pour moi en tout cas, c'est impossible. Ce qu'il faut souhaiter effectivement, c'est que cette percée, ce changement de situation militaire ne viennent pas à la suite d'une escalade qui serait très délétère pour tout le monde et qui nous mettrait tous en danger. Mais effectivement... L'idée que ça devrait aller encore plus mal avant qu'on puisse espérer quelque chose de plus apaisé. Au minimum, il y aura effectivement des changements militaires sans que ce soit un changement d'échelle de cette guerre et que quelque part, effectivement... autour de la fin 2023 ou d'une automne 2023, on se rend compte que tout le monde, les Européens, les Américains, même les Ukrainiens à un moment, a intérêt à trouver une solution. Pour l'instant, ça me paraît vraiment très très prématuré. Je l'espère pour la fin 2023. Je ne vois pas aujourd'hui de mécanisme qui me permettent de l'espérer à court terme. On ne conduit pas une stratégie économique ou de marché, j'ai envie de dire, sur cet espoir non, ça me paraît très... On partage tous, évidemment. Un peu comme il est très difficile de bâtir une stratégie économique ou une stratégie d'investissement en fonction d'un risque géopolitique, même s'il est très prégnant. Au mieux, on l'évalue à X% et X% du portefeuille doit refléter ce risque-là. Ça, oui, mais sinon c'est beaucoup trop compliqué. Oui. Bon, sur ce risque géopolitique au sens large et puis spécifique à ce qui est aux portes de l'Europe toujours aujourd'hui, Eric, alors le risque géopolitique, il est en niveau très élevé aujourd'hui. Est-ce que ça peut encore être pire demain? Et quand je dis demain, c'est l'horizon des prochains mois, des prochains trimestres pour 2023. Ou est-ce qu'il y a quand même un moment où on peut imaginer des risques positifs, entre guillemets, je dis avec les guillemets. Imaginer les deux. En fait, et c'est l'événement le plus difficile à appréhender pour le scénario l'année prochaine. En fait, c'est-à-dire que le consensus ordinaire, c'est un ralentissement. Mais l'un ou l'autre, ce serait un changement important, une dégradation supplémentaire de l'événement, ou effectivement, ou une atténuation effectivement peut-être de l'intensité. Ou un nouvel événement ailleurs. On peut imaginer entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, par exemple. Voilà. Et là, ce serait un véritable choc. On sait qu'il y a quand même de très fortes tensions, que l'Iran a déjà attaqué l'Arabie Saoudite, mais sur des infrastructures de stockage, pas sur des infrastructures de production, mais ils en sont capables. Et donc, l'effondrement possible du système politique iranien pourrait générer peut-être des opérations un peu kamikazes de ce point de vue-là. Et là, attention. Donc ça, c'est un sujet qui n'est pas du tout aujourd'hui dans les radars actuellement des principaux scénarios économiques, mais c'est un sujet qu'il faut quand même regarder. On voit bien que la contrainte géopolitique ou politique avec un grand P est de plus en plus importante dans l'analyse économique. De toute façon, on peut pas. Alors c'est flagrant en Chine, mais c'est flagrant effectivement là en géopolitique et concernant les matières premières également. Donc il y a toute une. On essaie de comprendre toutes choses étant égales par ailleurs, mais ça peut bouger effectivement. Et on voit bien que cette guerre d'Ukraine
fait changer effectivement les alliances politiques et peut faire basculer également les contraintes économiques. Donc on est obligé de partir sur le constat effectivement suivant, c'est qu'il n'y aura pas de grand changement, sauf à mon avis effondrement de l'armée russe ou les Américains qui disent on met les Ukrainiens à la table de négociation, mais enfin je vois pas très bien comment, ou alors effectivement les Russes qui accélèrent dans le degré effectivement d'offensive et ça peut dégénérer un peu plus. Sébastien, est-ce qu'on peut avoir une réflexion un peu solide, qui ne soit pas juste de la spéculation sur ce risque géopolitique et en premier lieu le conflit russo-ukrainien ? Là, vous me demandez une chose, c'est impossible. Non, elle ne peut pas être solide. C'est-à-dire qu'on est là depuis, sur cette crise qui nous a touchés, qui touche d'abord les Ukrainiens, et personne ne l'avait prévu. Et aujourd'hui, on est enlisé dans quelque chose qui semble durer. En revanche, donc les solutions, on peut spéculer du coup sur les solutions possibles. En général, une guerre finit parce qu'il y en a un qui la gagne et l'autre la perd, et ça permet d'arriver à une négociation. La négociation entre les deux, c'est rare, mais c'est ce qu'on voudrait. Et pourquoi il pourrait y avoir cette voie cette fois-ci, c'est parce que l'Ukraine est soutenue à bout de bras par l'Occident, et si les Américains décident de négocier avec Poutine parce que ça suffit, ça va se passer comme ça. C'est 100 milliards de dépenses de soutien des États-Unis. Enfin, il y a un dernier paquet en négociation, mais qui nous mènerait à 100 milliards cumulés de soutien américain à l'Ukraine depuis le début du conflit. Mais bon, dans les guerres, on accepte beaucoup de dépenses. Oui, bien sûr. Donc, 100 milliards aujourd'hui, bon, c'est 100 milliards. L'enjeu est important, géopolitique. Non, mais 100 milliards pour détruire la moitié de l'armée conventionnelle russe, c'était pas cher. En fait. Oui, mais il y a un ratio bénéfice-risque. Sans engager un seul soldat ni un seul missile patriote, en fait, c'est pas mal. Voilà. Et donc c'est pas le sujet financier. On voit bien que la géopolitique là du coup pour la stabilité de la planète est très importante. Donc ce serait une très bonne nouvelle que ça s'arrête. Et pourquoi ça serait une bonne nouvelle ? Et c'est ça qui est important en fait. Pourquoi déjà la situation actuelle est plutôt remplie déjà de certaines incertitudes, mais quand même d'une bonne nouvelle. On le voit sur les matières premières. C'est quand même là, c'est là la courroie de transmission à l'économie mondiale. Il y a une transmission sur les marchés, sur la nervosité, guerre nucléaire, etc., mais qui s'est quand même pas mal dissipée. Il reste l'influence à travers les matières premières. Au niveau des denrées agricoles, on a des sursauts. Il n'empêche que, malgré, à un moment donné, la Russie a dit je renonce à cet accord qu'on avait sur la possibilité des Ukrainiens d'exporter leurs denrées agricoles. En fait, ça ne s'est pas fait. Ils peuvent continuer à exporter. On voit bien que les prix des aliments restent à des niveaux faibles, à peu près au niveau où on était avant la crise. Les prix de marché spot des produits blé, etc., agricoles sont revenus sur les niveaux d'avant déclenchement du conflit. Donc, dans ce sens, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr. Et d'ailleurs, on n'a pas interdit à la Russie de continuer à exporter ses grains. Donc, on soupçonne même la Russie de voler les grains des Ukrainiens à travers... Et l'autre élément, et celui-là, il est essentiel, c'est l'énergie. Et là, du coup, c'est plus difficile. Et c'est beaucoup plus difficile. Et ça se traduit par un sujet qui est ce débat sur le fameux seuil sur le prix auquel les Russes peuvent vendre leur pétrole. Donc, on a établi un niveau maximum de $60. Il se trouve que le pétrole de l'Oural est à peu près à ce niveau-là. Donc, bon, c'est pas une énorme contrainte. À ceci près qu'il y a quand même une énorme contrainte qui est celui de comment déplacer ce pétrole. Et donc, on ne peut pas... Les assureurs, ceux qui assurent les tankers, ne peuvent laisser un tanker partir que si le prix est bien de vente, va être bien celui-là. Et ça va être très compliqué à implémenter. Il n'empêche que si on venait à perdre tout le pétrole russe, faisant cette hypothèse au niveau mondial, on aurait un choc pétrolier, un nouveau choc pétrolier en 2023. On ne peut pas vivre sans les 5 ou 6 millions de barils exportés par la Russie. C'est pas possible. Donc il va falloir bien qu'aujourd'hui, il y a déjà les Chinois
Les Russes, eux, ils ont déjà acheté, je crois, l'année dernière, je sais pas, ils ont triplé leur flotte, chose qu'ils avaient très peu, leur flotte de tankers. Ils ont acheté des vieux tankers pour pas très cher, au total, pour plusieurs milliards quand même, mais qui devraient partir en Chine, en Inde. Mais bon, placer le même pétrole qu'on vendait à l'Europe, ça ne va pas être facile. Donc imaginez que d'un coup ce pétrole disparaît, l'équilibre mondial du pétrole n'est plus le même. Donc aujourd'hui, tout le monde croise les doigts. L'hypothèse que tout le monde avait, c'était 2 millions de barils qui allaient disparaître. S'il y a une récession, une croissance plus faible, déjà on perdait 1 million et quelques. Donc avec tout ce qu'on fait aujourd'hui, les Américains qui continuent à nous envoyer leurs réserves stratégiques, etc., ça atténue les pressions. Mais vous perdez le pétrole russe, on est mal. Donc, il ne faut pas que ça s'envenime. Les relations, elles ne restent pas très chaudes avec la Russie. Mais c'est pour ça que ce débat sur le seuil qui presque, mais c'est important. On veut sanctionner la Russie, mais en même temps, et c'est les Américains qui étaient... on ne peut pas en faire trop, parce que l'équilibre et on peut pas se payer un pétrole trop cher. On a déjà une fragilité dans nos économies. On est en train de monter les taux parce qu'il y a trop d'inflation. Un choc pétrolier serait une très très mauvaise nouvelle pour 2023. Donc, et viendrait aggraver l'effet récessif, en tout cas l'idée de la récession qu'on a déjà pour nos économies. Donc, est nécessaire au moins pour qu'on puisse moins parler de sanctions trop brutales contre la Russie. Bon. Une fois qu'on a dit ça, venons-en au pivot de la Fed. Eric, si vous voulez prendre la parole sur ce sujet, c'est un peu le constat qu'on dressait avec les invités de la mi-journée. C'est-à-dire que, oui, on se souviendra de 2022 comme une année historique en matière de choc monétaire. On est quasiment à 400 points de base infligés aux États-Unis depuis le mois de mars. Voilà. Néanmoins, certains estiment que c'était la partie facile du match jusque-là. À partir du moment où la Fed a accepté l'idée qu'il fallait monter les taux, c'était assez mécanique. Et c'est vrai que les 75 points de base, à un moment, c'était vraiment du pilote automatique. Le vrai match, ou en tout cas le tie-break, qui se joue plutôt en 2023. La question de 2022, c'était faut-il monter les taux une fois qu'on a fait tomber la barrière mentale de se dire que oui, les taux peuvent aussi monter, on y est allé. La question de 2023, c'est alors jusqu'où je monte les taux ? Combien de temps je reste en niveau restrictif ? Et là, la réponse, elle est beaucoup moins évidente. Oui, la réponse est moins évidente, mais je ne suis pas d'accord avec cette vision. Enfin, je me souviens en début d'année, la conversation, je me souviens qu'il fallait remonter les taux, lutter contre l'inflation temporaire. Et je me souviens avoir dit, mais il fallait les augmenter très, très, très vite, et pourvu que ça soit très, très vite, et puis qu'on passe à autre chose. On l'a pas fait assez vite ? Non, assez fort ? Non, on l'a fait très, très vite et assez fort ? Si, on l'a fait. On a fait le job. Mais on l'a fait, et aujourd'hui, le marché est correct. Enfin, on aurait pu penser que ça aurait fait un peu plus mal à la fois d'un point de vue macroéconomique et sur les marchés financiers. Donc le match est joué pour vous là ? Moi, je pense que le plus dur est fait. Enfin, les banquiers centraux ont montré qu'ils ont pu baisser l'anticipation d'inflation en remontant les taux très courts, alors que c'était un problème plus d'offres que de demande. Ils l'ont fait le job, tant mieux, et ça a l'air de fonctionner, puisque les pics d'inflation sont globalement derrière chez nous. Après, je dis que les décisions, je suis d'accord, le plus gros effet, on n'imagine pas que la Fed va encore relever de 400 points de base, c'est tout en 2023, ou alors il se passera des choses qu'on n'a pas du tout prévues. Voilà. Mais que le plus dur soit fait, d'accord, mais à partir du moment où la Fed a accepté l'idée qu'il fallait monter les taux vite et fort, les décisions étaient assez faciles à prendre. J'ai l'impression quand même que les prochaines décisions de politique monétaire, courant 2023, seront plus difficiles, plus discutées, plus débattues, moins consensuelles. D'après moi, les banquiers centraux ont dit on va voir maintenant s'il y a effectivement, que nous donne une statistique, est-ce qu'il y a vraiment une croissance qui redescend très fort, ou est-ce que les taux d'inflation redescendent fort. À partir de là, on verra. Je pense que c'est plus facile, à mon avis, alors peut-être après, qu'on se pose la question, est-ce que le taux pivot en haut, l'objectif c'est 5% sur les taux courts ou pas
pour moi, c'est pas le problème. Il faut que les banquiers centraux continuent à piloter correctement en fonction de la macroéconomie et qu'il n'y ait pas d'erreur, et avec les marchés financiers pour que les marchés financiers prennent pas peur. Et après qu'on s'arrête à 4,5, 5,5, pour moi, c'est pas du moment que ça fonctionne. Ouais. Voilà. Oui. Enfin, c'est pour ça que Moi, j'ai pas une vision très claire de que fait la Fed s'il y a une récession modérée qui arrive avec un ISM à 47 ou 45 et une inflation qui reste cœur encore à 4-5%. Que fait la Fed si l'inflation est encore plus collante et qu'il n'y a pas de récession, par exemple. Enfin, j'ai l'impression quand même qu'il y a des décisions qui sont moins évidentes de ce point de vue-là. En fonction des scénarios, hein, bien sûr. alors après, C'est sûr que si ça marche, si la croissance atterrit en douceur et que l'inflation revient gentiment à 2,5 en fin d'année prochaine, alors là... on n'est déjà pas d'accord sur le scénario. Est-ce qu'on aura vraiment une récession un peu plus forte ou simplement un ralentissement? Donc, mettons-nous... Est-ce qu'on a vraiment une chute drastique du taux d'inflation ou une baisse progressive? Déjà, on n'est pas d'accord. Enfin, on en discutait tout à l'heure. Donc... c'est sûr qu'à partir de là, c'est pas simple, mais dès lors que les banquiers centraux attendent d'avoir des confirmations statistiques, c'est plus simple pour eux, à mon avis. C'est la partie facile maintenant ou ça reste quand même un tie-break serré là pour la Fed? Parce que c'est le fine-tuning, hein, c'est le réglage final, mais est-ce que c'est pas le moment où il y a le plus de risque d'erreur pour la Fed par rapport à ce qui a été fait en 2022? Oui, enfin, je pense que s'il y a erreur, elle a peut-être déjà été faite. Oui. Voilà. En fait, moi ce qui me surprend énormément... Donc potentiellement, on est déjà allé trop loin. Oui, potentiellement. En fait, moi ce qui me surprend beaucoup, mais je l'interprète comme un jeu entre la Fed et les marchés, la Fed ne voulant surtout pas que les marchés viennent contrarier le resserrement des conditions financières, et donc en fait a une rhétorique très, très forte. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'objectif de la Réserve fédérale a toujours été de ralentir l'économie, de refroidir en particulier le marché de l'emploi. Or, une banque centrale, fût-elle aussi puissante que la Réserve fédérale, ne dispose pour cela que des conditions financières. Elle n'a à sa disposition que le resserrement des conditions financières pour agir sur la demande. Et si on se réfère par exemple à un discours très important d'Arthur Burns, le prédécesseur de Paul Volcker en 1970, il expliquait clairement que si vous laissez la Réserve fédérale et les autorités monétaires seules face à l'inflation, alors ils seront obligés d'aller tellement loin dans les hausses de taux qu'ils vont générer une récession trop importante. Et donc là, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que la Réserve fédérale va basculer progressivement de ces indicateurs retard vers des indicateurs avancés. On a déjà commencé à avoir un certain goût de cette bascule, justement, déjà dans les datas, sans avoir même d'abord de bascule dans les décisions. Parce que quand on regarde les indicateurs retard, en fait, on peut en tirer des leçons sur ce qui s'est passé avant. Les indicateurs retard dans l'économie, on en parle tout le temps, c'est le taux d'inflation, le taux de croissance et le taux de chômage. Alors ça, c'est super, là, tout le monde commente à loisir ces trois éléments-là. Ça n'a strictement aucun intérêt pour savoir ce qui va se passer après. En revanche, quand on regarde les indicateurs avancés d'inflation, que ce soit les indicateurs en termes d'enquête, donc enquête vis-à-vis des entreprises, on parle de l'enquête ISM, enquête S&P Market, enquête vis-à-vis des ménages, enquête du Conference Board, enquête du Michigan, tout ça montre une véritable plongée des indicateurs d'inflation. On n'est pas dans un ralentissement, on est dans un effondrement. Si on regarde des indicateurs durs, parce que certains m'opposent à ça, oui, mais c'est des sondages, on sait que les sondages, c'est pas très clair, etc. Regardons les indicateurs durs. On a des prix à la production chinois qui sont en déflation. Moi, je ne connais pas de situation où l'inflation continue à augmenter alors que les prix à la production chinois sont en déflation. Ça, je ne connais pas. On a des indicateurs également sur les prix des matières premières. On en parlait. Le prix du pétrole est en train de baisser très fortement. Ouais, on est revenu sur les points bas, là. Voilà, 75, extrêmement fortement. Le prix du fret, aujourd'hui, est pré-pandémie. Voilà. Et donc, ce que je vois, moi, c'est une baisse très, très forte des indicateurs avancés d'inflation qui, sauf choc, et c'est le point à surveiller, sauf choc sur l'énergie, lié à un choc géopolitique, et là, qui ferait tout partir en vrille. Mais
qui devrait nous conduire à partir du deuxième et surtout du troisième trimestre de l'année prochaine à un véritable effondrement des indicateurs d'inflation. L'inflation des services va être rattrapée par cette déflation qu'on constate dans la chaîne de production des biens. Si on regarde par exemple aux États-Unis le site Apartment Rate ou Apartment List, quand on regarde le prix des loyers demandés, ça fait 3 mois que ça baisse déjà. Alors tout le monde dit c'est en train de monter. Ça fait 3 mois que les loyers demandés sont en train de baisser. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. Et si la Réserve fédérale change d'approche justement vers ces indicateurs avancés, alors effectivement on pourra avoir un pivot probablement d'ici la fin de l'année, ou après avoir pendant quelques mois, comme avant de monter les taux, dit non, certainement pas, je ne le ferai jamais, je ne pivoterai jamais. En fait, à la fin de l'année, elle pivotera parce que les indicateurs se seront effondrés. Donc le cas pour des baisses de taux fin 2023 est un cas qu'il faut envisager. Relativement solide pour fin 2023. Ouais. Tout à fait. D'accord. Pour moi, oui. Est-ce que ça veut dire que sur le plan économique, la récession aura été beaucoup plus forte que ce qu'on espère aujourd'hui aux États-Unis ? Ou est-ce qu'on peut faire matcher l'idée d'un soft landing et de baisse de taux fin 2023 ou à partir de fin 2023 ? Pour moi, on peut si effectivement on a un léger redémarrage chinois. C'est pour ça que la clé de notre discussion préliminaire était très importante. Si en revanche on n'a pas ça, alors effectivement on risque d'avoir un ralentissement beaucoup plus sévère. Mais ça ne voudra pas forcément dire que les marchés iront mal. Hein. Si on a une baisse des taux, l'impact de la baisse des taux, elle est exponentielle. Mais ça redonne de l'oxygène à tout un pan du marché qui a beaucoup souffert d'ailleurs. Le scénario 2023 sur le marché est plutôt positif de ce point de vue-là. Bon. Sébastien, 3 minutes pour conclure sur la Fed. Là. 1 minute. Non, vous avez un peu de temps. C'est très bien. Expliquez alors. Toute l'analyse que je fais d'abord, c'est un point très important de comprendre d'où on vient. Et c'est vrai qu'une des leçons de 2022, en tous les cas là où on est, c'est que la demande a beaucoup mieux résisté, et notamment le consommateur, non seulement aux États-Unis, mais en Europe. La raison de cette résistance, elle est double. Hein. La première, elle est essentielle. Là-dessus, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il n'y a pas eu de choc de demande. On a eu un choc de demande colossal. C'est-à-dire que les taux d'épargne ont monté de façon extraordinaire. Non seulement parce que la consommation, on pouvait pas consommer, mais parce qu'on a donné des aides absolument dingues aux acteurs économiques, essentiellement les ménages, mais aussi aux entreprises. Rappelez-vous, on a offert des crédits. Et tout ça a créé une situation que personne n'était habitué, de surchauffe très forte de l'économie américaine. Quand vous regardez du point de vue top-down, non pas bien par bien, je pense que, moi je continue à dire, c'est pas la bonne approche quand il s'agit d'analyser l'inflation. On est dans une situation de surchauffe. Un taux de chômage qui reste coaché au niveau historiquement le plus bas, non seulement aux États-Unis, mais en Europe, à 16,5% pour le taux de chômage européen, un record depuis des décennies pour l'ensemble des pays européens. Et une participation au marché du travail en Europe beaucoup plus large qu'aux États-Unis. Hein. Exactement. Et pour les États-Unis, on est au taux de chômage le plus bas depuis la fin des années 60. Donc, je veux bien qu'il y ait des prix, et c'est normal, des goulets d'étranglement, tout le monde l'attendait, que ça baisse. Mais le jour où on se dira que les salaires n'ont rien à voir, mais absolument rien à voir avec l'inflation, on se trompe. On se trompe. Les salaires, on vient de le voir, ont accéléré à nouveau aux États-Unis. Alors peut-être qu'ils vont se recalmer, mais on a du mal à voir, quand on regarde l'ISM des services sortis pour voir des choses avancées, tout dans le ISM disait attention, l'économie reste dans une situation solide. Nous, on s'attendait à un affaiblissement. On ne le voit pas. Il n'est pas là. Il va peut-être jamais arriver. C'est une théorie à laquelle j'y crois pas. Et la Fed doit gérer ça. Et c'est pour ça que vous rejoignez voir que 2023 est une année pour les autorités monétaires très complexe. Que le prix des bagnoles, des voitures d'occasion va baisser, que les prix du fret baissent déjà. Ça, on le savait que ça allait arriver. Est-ce que ça va aller en déflation ? Non, ça ne va pas aller en déflation. Tant que la demande tient, l'inflation va rester entretenue. Et on peut avoir un découplage durable, en tout cas très fort, entre ces deux économies, l'économie des biens, l'économie industrielle et l'économie des services. Mais ça a toujours été... ça a toujours été le cas. Alors, aux États-Unis, l'inflation chinoise est une inflation très particulière, qui est, comme tous les pays émergents, dominée
par les aliments. Hein. Vous voyez, les biens, c'est une petite partie. Pourtant, ils consomment des biens électroniques, etc. D'ailleurs, ils n'appliquent pas les mêmes méthodes statistiques sophistiquées que nous, on applique pour calculer la qualité de nos produits. Et donc, le gros du panier de la ménagère est composé d'aliments. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc, outre ce problème, donc cette différence, moi, je dis, attention, l'inflation reste un vrai sujet dans la dynamique qu'elle va avoir. Les biens, il est possible qu'ils soient à 2% à la fin 2023. C'est bien probable. Hein, mais nous, dans les calculs, si on le fait de cette façon-là, l'inflation des services sera à 4,5% à la fin de l'année. Donc, qu'est-ce que doit faire la Fed? C'est un pilotage, et vous l'avez dit, qui est pas simple. 30 secondes chacun, messieurs, non? Wilfried, oui. Enfin, non, mais ça va. J'ai totalement exprimé mon point et je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vient de dire Sébastien. Moi, je pense qu'on est dans. On va passer une année 2023. On va passer dans un régime d'inflation supérieur, effectivement. Et ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que les banques centrales admettent que l'inflation peut rester plus élevée? Mais je pense qu'ils vont l'admettre. Tu as raison, ça, c'est un vrai sujet. Ils ne peuvent pas l'admettre maintenant, mais ils vont l'admettre. L'ancrage de l'inflation va prendre un coup. Alors, comment on le fait? C'est pas facile. Non, la conversation des économistes académiques, elle est déjà très avancée sur cette question de l'objectif d'inflation demain. Au sein des banques centrales et des banquiers centraux qui sont en charge aujourd'hui, c'est une conversation qu'on ne veut pas mettre sur la table. On ne va pas rajouter. Mais ce sera à un moment dans la séquence, il y aura une conversation sur cette idée-là. Ça permettra de justifier le pivot. Et pour moi, il veut l'atterrissage en douceur. Hein. Ça, c'est vrai. Il veut. Avec un taux de prix plus élevé. Mais c'est le meilleur des scénarios, parce qu'à ce moment-là, on peut avoir des prix plus élevés sans accélération. Il ne faut juste pas d'accélération, c'est tout. Un peu d'inflation, c'est bien pour tout le monde. Bon, on va pivoter vers la fin de cette émission, messieurs. Merci beaucoup pour votre participation ce soir. Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance, Éric Venet, directeur général, directeur de la gestion de Montbleu Finance, et Sébastien Paris-Sorvis, directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management.